Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi cette édition d'information du soir. Partout où vous nous regardez à travers le territoire et hors nos frontières. À présent, voici les titres de cette édition d'information. C'est un test grandeur nature réussi pour les transporteurs terrestres urbains qui ont réussi à paralyser le secteur des transports ce matin dans la capitale gabonaise. Les raisons de cette grève d'avertissement dans le développement de cette actualité avec nos reporters sur le terrain. D'abord, cette édition d'information sur le social et c'est le week-end écoulé que le collectif des natifs et alliés de Mivoul, le CONAMI en abrégé, a procédé au renouvellement de son bureau. Une seule liste était en course et sans surprise, c'est elle qui a remporté l'élection. Le compte rendu de cette activité avec Marielle Ekom et Yvon Bertrand Koumile-Kandoumba. C'est un silence de cathédrale dans cette salle du Méridien Rendama. L'heure était au vote du nouveau bureau du CONAMI, collectif des natifs et alliés de Mivoul. Cette élection, conduite par la commission électorale mise en place le 27 janvier dernier, est composée de 3 membres dont le président, le vice-président et l'assesseur, s'est déroulée dans le strict respect des textes de cette association. Le président de la dite commission n'a pas manqué de rappeler les modalités ayant régi cette échéance électorale. Partager avec les membres de CONAMI les règles qui ont régi cette élection. Donc il s'agissait, l'élection était ouverte à tous les membres et ils devaient soumettre une liste. Et chaque liste comportait en principe 11 personnes, 11 positions. Les listes ont été déposées 24 heures avant l'élection qui s'est tenue aujourd'hui. Donc la commission les a reçues hier et nous avons communiqué les listes aux membres avec le programme que aujourd'hui nous n'avons reçu qu'une liste. Donc, nous avons communiqué cette liste ainsi que le programme qui nous avait été envoyé par la tête de liste. Pour ce vote, la commission électorale aura donc enregistré 71 inscrits, nombre de votants 54, un bulletin nul, nombre de suffrages exprimés 73,05%. Mbongon Bidza et son équipe qui vont diriger le comité exécutif. C'est un sentiment de joie. Parce que nous sortons d'un long processus, conformément au texte de fonctionnement de notre association. Vous voyez que CONAMI, en fait, c'est un nouveau bébé qui est né il y a 2 ans et demi. Et nous avons le devoir de le conduire vers l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Et les challenges sont nombreux. Il y a 2 ans, ça fait 2 ans exactement, nous avons initié un certain nombre de projets. Il y a la contribution de CONAMI pour le profilage de l'axe routier Mivoul. Il y a en association, en collaboration avec une autre association de Mivoul, ADSM, nous avions livré du matériel médical au centre médical de Mivoul. Il y a tout récemment, avec la collaboration de l'ambassade des États-Unis, le projet de réfection des pompes hydrauliques villageoises dans tout le département. Et donc, pour l'avenir, CONAMI n'envisage pas s'arrêter en si bon chemin. Pour ce qui est des projets qui nous portent à cœur, il y a la réhabilitation de l'école catholique d'Alep. C'est une école qui a fait la fierté de tout le Wonten et de tout le Gabon. Il y a également la réhabilitation de l'école bâtiment, un des bâtiments de l'école communale A, de la commune de Mivoul. Nous devons également parachever le projet dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'hydraulique villageoise, parce qu'il faut que toutes les pompes soient fonctionnelles et il faut également faire le suivi. Nous avons aussi besoin, pour le mandat qui arrive, d'avoir un siège, parce qu'une association qui se veut crédible doit avoir un siège clairement identifié à Libreville. Donc ça rentre dans un des challenges du bureau exécutif actuel. Mais pas seulement à Libreville, parce que toutes les actions qui sont menées sont faites dans tout le monde entier, mais résolument orientées vers le développement du Wonten. Donc nous devons aussi avoir une représentation départementale dans la commune de Mivoul pour donner véritablement une visibilité à nos frères, nos parents qui sont à Mivoul. Ce sera donc la liste de Dominique Mbongon Bidza qui remportera cette élection haut la main et sans grande surprise. Le nouveau président du CONAMI et son équipe n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin.
Dominique et les siens sont porteurs de projets destinés à tirer la localité d'Israël d'Iminvoul vers le haut. C'est donc au pied du mur, tel un maçon, que le nouveau bureau est désormais attendu. Le social encore est toujours pas d'engouement en ce qui concerne les festivités de la journée citoyenne, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Pour le cas de Libreville, on note quelques agents municipaux qui restent très actifs. Ephraim Bioguedzo, Yvon Bertrand, Koumile Kandoumba. Le samedi du mois, la mairie de Libreville est sur le terrain. Et 6 arrondissements de la commune de Libreville sont sur le terrain pour observer la journée citoyenne, pour sensibiliser les populations afin que chacun prenne le corps le nettoyage, l'entretien de son environnement immédiat. Et le constat qui se dégage, c'est que depuis que ce principe est établi, ça devient l'affaire exclusivement de la mairie. Mais les populations ne sont pas concernées. Vous avez vu là, nous sommes au fin goudron à Zangayong. Alors nous arrivons, nous avions trouvé, il y avait tout le long là, il y avait des bars, il y avait des tables, des parasols. Les gens étaient en train de boire pendant que les agents de la mairie sont là depuis 7 h le matin en train de curer les caniveaux. Ces paroles retracent parfaitement les habitudes de bon nombre d'habitants de la capitale gabonaise depuis l'instauration de la journée citoyenne, ce malgré de nombreux appels lancés par la municipalité. Rares sont les habitants qui pensent à l'embellissement de leur espace de vie. Ne dit-on pas souvent que la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques? Une règle d'or soit-elle élémentaire, mais enseignée aux enfants depuis l'école primaire, dont les adultes éprouvent des difficultés à mettre en pratique. La municipalité de Libreville n'a cependant pas dérogé à la règle. Plusieurs de ses agents ont notamment été déployés sur le terrain afin de procéder non seulement à la collecte, mais aussi au ramassage des ordures. Les techniciens sont à pied d'eux, là-dessus. Et la phase répressive, elle ne saurait tarder. On vous le fera savoir d'un moment à l'autre, quand est-ce que la mairie va se voir obligée de passer à la phase répressive, parce que la sensibilisation, on l'a fait pendant 18 mois, comme tu viens de vous le dire. C'est vrai que ce n'est pas assez long pour éduquer une population qui est habituée à des comportements. La phase répressive, elle arrive. Nous sommes, il y a des textes qui existent. Je crois que les maires d'arrondissement, depuis un moment, ils sont en train de tenir des réunions dans leurs arrondissements respectifs avec les chefs de quartier, les notables, pour leur faire comprendre tous les textes qui régissent ces comportements inciviques dans la commune. Ces batteries de mesures sont vivement entendues. Certainement qu'elles feront changer d'avis aux réfractaires qui, au jour le jour, empiètent et boycottent les actions du gouvernement. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition d'information, c'était la paralysée ce matin dans les rues de la capitale gabonaise. Une crise qui fait suite au mouvement de grève, sinon à la protestation lancée par le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon et le syndicat national des taximens du Gabon. Les deux syndicats dénoncent les tracasseries policières et gendarmes. Aussi, le syndicat dénonce la montée vertigineuse du prix du carburant à la pompe. Reportage. Le moyen de locomotion dans la capitale gabonaise ce matin était adamique quand il ne s'agissait pas des particuliers propriétaires des véhicules pick-up ou autres pour transporter ces nombreuses personnes amassées le long des rues à la recherche des moyens de déplacement. À l'origine de leur calvaire matinal, la désapprobation des taximens face aux tracasseries policières et des gendarmes et la hausse sans cesse du prix du carburant à la pompe, situation très souvent dénoncée par le SINATEG et le SILTEG, au point d'appeler aujourd'hui à la grève d'avertissement baptisée Transport Zéro. Transport Zéro est une journée de protestation et de désapprobation compte tenu de deux gangrènes que nous avons en ce moment dans le secteur des transports. Il s'agit d'abord de la montée en puissance du phénomène du racket et différentes tracasseries policières que nous enregistrons à un niveau qui est de plus en plus élevé. Alors, le racket il vient d'abord des policiers, des forces de police nationale. Alors, nous assistons maintenant à une multiplication des postes de contrôle. Toutes les routes de Libreville sont disséminées maintenant de postes de contrôle que nous appelons maintenant postes de péage. Il faut faire le numéro. Et ils ont multiplié les postes de contrôle le long de tous les tronçons de Libreville.
Et ensuite, nous avons le phénomène de l'USI, l'unité spéciale d'intervention, qui est devenue une terreur pour les transporteurs. Alors, cette unité d'intervention, l'USI, pratique des expoliations d'argent. Si je n'étais poli, je parlerais de braquage, où on ne vous demande même pas les papiers, on vient vers votre voiture et on prend de l'argent et on s'en va. Point trait. Alors, ce phénomène atteint un niveau insupportable aujourd'hui. Alors, je ne parle même pas de la gendarmerie. Toutes les brigades de gendarmerie aujourd'hui sont sorties. Entre les multiplications des postes de péage, je dis bien postes de péage des policiers, la terreur causée par l'USI, l'unité spéciale d'intervention, la terreur causée par les brigades de gendarmerie, les transporteurs ne peuvent plus travailler. Alors c'est arrivé à un niveau insupportable. Vous imaginez, un transporteur doit débourser pratiquement 20 000 francs par jour pour donner aux policiers et aux gendarmes. Et il rentre comment? Les recettes ne sont même plus versées correctement. Alors, nous souhaitons que le gouvernement arrête une bonne fois pour toutes ce phénomène. Parce que nous ne comprenons pas que le chef de l'État lui-même dénonce une chose lors de la cérémonie de présentation des vœux de la part des forces de sécurité. Et qu'est-ce qui se passe entre les consignes qui sont données en haut et pourquoi en bas le phénomène ne fait que s'aggraver? Il y a là comme un double langage de la hiérarchie de la police et de la gendarmerie. Un double langage que veulent bien mettre fin les deux syndicats en sollicitant l'intervention du chef suprême des armées, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Intervention directe du chef de l'État en tant que chef suprême des forces de sécurité et de défense. Ce n'est que la journée d'aujourd'hui? Ce n'est que la journée d'aujourd'hui. Mais j'ajoute quand même, parce que c'est notre première préoccupation, les policiers, l'USI, la multiplication des postes de contrôle, toutes les brigades de gendarmerie qui sont sorties, l'expoliation de sommes d'argent importantes qu'on nous prend tous les jours. Et sans compter le carburant qui ne fait qu'augmenter toutes les 2 ou 3 semaines. Et sans aucune forme de communication de la part du gouvernement et nuitamment. Alors toutes ces charges-là, les numéros, l'argent qu'on donne aux policiers, aux gendarmes qui augmente, le carburant qui augmente, c'est l'asphyxie du secteur des transports terrestres qui va se passer. On va vers cela. Alors nous demandons au chef de l'État d'intervenir personnellement sur ce dossier. Et aujourd'hui n'était qu'une journée d'avertissement. C'est une journée de protestation en guise d'avertissement. Il va suivre à cela un dépôt de préavis de grève générale de plusieurs jours. Après la grève d'avertissement du jour, s'ils ne sont pas écoutés, les transporteurs annoncent les jours à venir sombres, en ce sens que, outre les conducteurs de taxis suburbains et les TM, la grève s'élargira au transport interurbain, donc les agences de voyage, au départ de Libreville pour l'intérieur du pays. C'était Jean-Robert Meunier, président du syndicat national des syndicats libres des transporteurs terrestres du Gabon, au SILTEG, l'un des artisans de la paralysie des conducteurs ce matin. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Il avait promis prendre le pouvoir le 25 juillet 2017 avant d'annoncer par la suite que les choses allaient prendre un tournant décisif durant le mois de janvier 2018. La multiplication des promesses faites par Jean Ping plonge nombreux de ses partisans dans la perplexité. Pierre Parfait Mbadikoum. Au Gabon, le pouvoir en place semble ne pas avoir le monopole du jeu des promesses non tenues. Quand on regarde du côté de l'opposition, les déclarations fracassantes de Jean Ping annonçant que les choses allaient prendre un tournant décisif durant le mois de janvier 2018, confortent dans ce triste constat. Le samedi 9 décembre dernier, au quartier général de Jean Yegendong, devant une foule acquise à sa cause, Jean Ping avait affirmé être prêt à s'installer à la présidence avant de recourir à un soulèvement populaire. Des paroles qu'il avait déjà prononcées précédemment en annonçant sa prise de pouvoir le 25 juillet 2017. De quoi alors se demander finalement pourquoi fait-il de telles déclarations tapageuses, puisque le résultat, contre toute attente, est que de nombreux partisans du changement commencent sincèrement à se décourager. D'autres beaucoup plus engagés pense que les choses auraient pris un tournant décisif en janvier si le pouvoir ne l'avait pas interdit de quitter le territoire national. La question serait alors de savoir si au Gabon,
on prend le pouvoir en voyageant. De même qu'il est difficile de comprendre quelles ont été les motivations du pouvoir à empêcher Jean-Ping de voyager au moment où la communauté internationale semble déjà avoir tranché sur la question de la légitimité d'Ali Bongo. L'acharnement sur Jean-Ping, loin d'être favorable au régime, renvoie plutôt l'image d'un pouvoir encore instable. L'actualité dans ce journal nous conduit aussi à l'intérieur du pays et cap sur Port-Gentil, la capitale économique, où les agents de la direction provinciale de la concurrence et de la consommation ont sillonné les grands espaces commerciaux de la ville du Sable au fin d'apprécier l'effectivité, sinon l'applicabilité de la mercuriale en vigueur dans notre pays depuis plusieurs mois déjà. Iriel Nancy Mberkouna, Média Plus Port-Gentil, reportage. 2 semaines dites pédagogiques menées par les agents de la délégation provinciale de la consommation et de la concurrence visant à faciliter l'assimilation et l'intégration de la nouvelle mercuriale entrée officiellement en vigueur il y a quelques semaines sur l'ensemble du territoire national auprès des opérateurs économiques de la ville de Port-Gentil. À jour J-1 de la clôture de cette phase consacrée à la sensibilisation des commerçants, le responsable provincial dresse le bilan. À l'issue du lancement par M. le gouverneur, nous avons donc effectivement déployé les brigades de surveillance du marché qui vont donc achever la mission de sensibilisation et d'information demain. Cette mission a commencé, comme je le disais, le 15. Elle consistait effectivement à rencontrer les différents opérateurs économiques, à échanger avec eux, à leur présenter la nouvelle mercuriale, à afficher cette mercuriale, à leur expliquer en fait l'importance d'appliquer ces prix, puisque ce sont des prix qui visent effectivement à alléger le panier de la ménagère dans la ville de Port-Gentil. Malgré les appréhensions, la nouvelle grille des prix semble avoir été bien accueillie. En un mot, ils ont apprécié, ils ont salué l'arrivée de la nouvelle mesure de la mercuriale, qui effectivement en amont a fait l'objet de nombreuses concertations. Au-delà de la présentation de la mercuriale, nous avons également insisté sur le rappel des règles d'hygiène et de qualité des aliments. Aussi, dans l'optique de soulager les opérateurs économiques, un mécanisme de défiscalisation est mis en œuvre par les autorités gouvernementales. Lorsque l'on prend des mesures de blocage de prix et de liberté contrôlée des prix, derrière, effectivement, il y a la suppression des droits de douane et la suppression intégrale des TVA sur les produits visés ou faisant l'objet du blocage. Et donc, en réalité, aujourd'hui, nous sommes au stade de l'application. Cela veut dire qu'en amont, les problèmes de défiscalisation, de suppression intégrale de droits de douane et des TVA ont été réglés. Si la nouvelle mercuriale vise à alléger le panier de la ménagère et soulager les populations, après observation et au regard des différents prix maintenus sur la grille des prix bloqués, l'on serait tenté de penser que cette dernière sert à ce jour à bloquer leurs fluctuations afin d'éviter une inflation tarifaire incontrôlée sur le marché. Nous restons toujours à Port-Gentil, la capitale économique, où la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Gabon, FENAPEG, a été récemment reçue en audience par le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime. En toile de fond de cette rencontre, les difficultés dans le secteur éducation, notamment du bassin pédagogique de l'Ogooué-Maritime. Externe le Volondon Média Plus. La FENAPEG, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et des étudiants du Gabon, au cabinet du gouverneur Patrice Ontina, ce 16 janvier 2018. Le président du bureau provincial de cette fédération et sa suite ont été reçus en audience par la première autorité de l'Ogooué-Maritime pour dévisser des questions liées au secteur de l'éducation, partant des mots qui minent le bassin pédagogique de la dite localité, tout en lui remettant les documents afférents à leurs responsabilités régaliennes. L'objet de notre visite aujourd'hui chez monsieur le gouverneur était de présenter au gouverneur de province
non seulement toute la documentation concernant la FENAPEG, dans les statuts, règlements intérieurs, le code électoral de la FENAPEG, la grille des cotisations de la FENAPEG. Et c'était important pour nous d'échanger avec lui au sujet des activités que nous avons amenées dans l'association des parents d'élèves au niveau de la province de l'Ogooué-Maritime. Par la même occasion, il était indispensable pour la délégation provinciale de la FENAPEG de renseigner également le gouverneur de province sur les activités prêtes à être exécutées à travers la circonscription scolaire de l'Ogooué-Maritime. Bon, dans le programme d'activité, on peut retenir la formation des bureaux des associations des parents d'élèves. Parce que nous pensons que, certes, les parents d'élèves ont la volonté d'être membres du bureau d'une association des parents d'élèves, mais la volonté ne suffit pas. Il faut être formé. La formation aura lieu très prochainement, je crois le 27 janvier, à l'école Sainte-Thérèse. Et il y a également dans ce programme d'activité une tournée inter-établissement. L'objectif de ces rencontres, ce n'est pas seulement aller voir qui est membre du bureau de l'APE de base et qui est chef d'établissement. Certes, c'est une prise de contact, mais dans le fond, ce sera un moment de sensibilisation sur la responsabilité des parents d'élèves. Améliorer le rendement des activités scolaires à travers l'ensemble du bassin pédagogique, tout en sollicitant l'implication de toutes les forces vives de la province, c'est dans cet esprit que les deux parties se sont séparées. Il ne reste plus qu'à espérer la concrétisation de ces préoccupations tant décriées par les populations marigouvéennes, parmi lesquelles les problèmes d'insécurité qui font l'actualité au sein et autour des établissements scolaires au cours de cette année académique 2017-2018. La France d'outre-mer, notamment Chypre et le Moyen-Orient par la Syrie, constituent les deux pôles de cette actualité hors de nos frontières. D'abord en France, sinon la France d'outre-mer, le président sortant de Chypre, le conservateur Nikos Anastasiades, a été réélu dimanche dernier après être engagé à relancer les pourparlers de la réunification de la petite île méditerranéenne divisée depuis 1974. Un reportage de nos confrères de France 24. À 71 ans, le président chypriote est réélu pour un deuxième mandat. L'ancien avocat conservateur Nikos Anastasiades a obtenu près de 56% des voix. Comme en 2013, il a largement battu Stavros Malas, un ancien ministre de la Santé soutenu par les communistes. À mettre au crédit du président sortant, le redressement rapide de l'île après une grave crise financière en 2013. L'économie était l'un des principaux enjeux pour les 550 000 électeurs. Notre rêve est de voir Chypre se développer pour les employés et pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, afin qu'ils aient une chance dans la vie. Le président sortant a défendu son bilan. Il a fait campagne en insistant sur la poursuite des réformes, avec un programme faisant la part belle aux entreprises. Sur le front diplomatique, il a eu moins de réussite. Nikos Anastasiades avait pourtant relancé les pourparlers de réunification avec le dirigeant de la République turque de Chypre, au nord de l'île. Mais les négociations sous l'égide de l'ONU ont échoué l'an dernier. Le président réélu a été accusé par certains d'avoir freiné le processus, par crainte de perdre son électorat conservateur, peu enclin à faire des concessions aux Chypriotes turcs du nord de l'île. Au nord de la Syrie, la colère des forces démocratiques syriennes est grande après la mort d'une combattante kurde, Barine Kobanè, dont le corps sans vie, nu et mutilé, a été exhibé par ses combattants, ou du moins par ses adversaires. Une vidéo qui circule sur la toile et qui ne décourage pas les combattants kurdes et arabes au sein des forces démocratiques syriennes. Reportage. La vidéo, insoutenable, se propage sur la toile. Regardez bien, cochon du PKK. Au cri de Dieu est grand, ces rebelles syriens soutenus par la Turquie exhibent le corps sans vie d'une combattante kurde. Barine Kobanè est déshabillée, mutilée. Les rebelles lui auraient découpé les seins, ce qu'ils ont démenti.
Dans le nord de la Syrie, la colère gronde. Ni Daesh, ni Erdogan et ses sbires ne pourront briser notre volonté. Nous résisterons jusqu'à notre dernier souffle. On va venger Barin. Aidés par l'Occident, des milliers de jeunes femmes, kurdes et arabes, combattent le groupe État islamique au sein des forces démocratiques syriennes, les FDS. Nous suivons le chemin de nos martyrs, Arin, Avista et Barin. Nous nous entraînons et nous nous battons pour affirmer le rôle de la femme. Les FDS ont acculé les djihadistes. Aujourd'hui, ces femmes considèrent les milices islamistes pilotées par Ankara comme leur principal ennemi. Nos ennemis sont des barbares. Ils cherchent à écraser les femmes. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Mais nous n'allons jamais nous soumettre. Nous sommes nombreuses, très nombreuses. Dans toute la région, il y a des camps d'entraînement comme celui-ci. Au sein des FDS, les combattants morts au combat sont célébrés comme autant de martyrs. Les photos de Barin Kobané font remonter d'âpres souvenirs. En 2012, Asmine a été pendant 1 an l'otage d'Al-Qaïda en Syrie. Elle a été libérée contre le corps d'un émir. Moi, ils ne m'ont pas violée, mais ils m'ont torturée à l'électricité pour me faire parler. Ils ont aussi écrasé des cigarettes sur ma peau. Ils m'ont frappée à la tête. Ça a vraiment été atroce, mais je n'ai rien lâché. Le nom de Barin Kobané résonne dans tout le Kurdistan syrien. Les femmes des FDS se disent prêtes à partir la venger à Afrin. Nous ouvrons à présent la page sportive de cette édition d'information et le championnat national de rugby était à sa 13e journée ce week-end. Plusieurs rencontres étaient au programme, dont cette affiche pour la conquête de la 2e place qui a opposé Erco à la formation de Souf. Un reportage du riche Simela. Le championnat national de rugby était à sa 13e journée ce week-end à travers une rencontre phare qui s'est jouée au stade de Sétrac entre Erco et la formation de Sof. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire de Erco sur un score de 24-21. L'entraîneur de Erco n'a pas manqué de saluer le courage dont ont fait preuve ses joueurs. Les joueurs d'Erco ont joué sur leur condition physique comme d'habitude. La condition, c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup. Ils ont été très courageux. Il ne faut quand même pas oublier que c'est toute nouvelle équipe que nous sommes en train de former. Pour beaucoup d'entre eux, pour au moins plus de la moitié de l'équipe, c'est leur 3e match. Il n'y a que quelques joueurs qui sont expérimentés dedans, donc je pense quand même s'ils n'ont pas appliqué totalement les consignes, ils ont été très courageux. Et bon, ils ont gagné le match, c'est bien, mais ça aurait pu très bien être Sof qui gagne aussi. Les joueurs de Sof, après avoir mené au score durant plusieurs périodes de la partie, n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments de déception. Très déçu forcément parce qu'on tenait le match. Très déçu aussi par rapport à l'arbitrage. On ne conteste pas les décisions de l'arbitre. Par contre, je pense qu'on aurait eu le droit à des essais de pénalité sur les dernières actions, puisqu'on gagne 4 années d'affilée et aucune pénalité ne nous est accordée. Après, nous aussi, on a notre tort, beaucoup de fautes techniques. Grâce à cette victoire sur Sof, Erco prend la 2e place du championnat national avec 21 points derrière le leader incontestable RCL qui enregistre à son compteur 29 points, 6 victoires en 6 rencontres.
Toujours en sport, le président de la Ligue de football de l'Estuaire, Mendy Kabangoy, fustige le manque de considération que porte Ahmed Mombo au football gabonais. Aussi, il déplore la tentative d'intimidation et le manque de licence de certaines équipes. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'il a accordé à la presse sportive gabonaise. Mouskoni Ngonumba. Ce que les enfants ont dit, les enfants ont joué tout un championnat. Et en fin de compte, on leur retire les demi-finales parce que Bessué est dans ma liste. Vous croyez que c'est normal? Mais il faut dire ces choses comme ça. Et c'est ce qui gêne les gens. Et voilà pourquoi la plupart des équipes de la Ligue de l'Estuaire ne sont plus avec eux. Toutes les équipes qui jouent mon championnat, c'était des équipes qui jouaient leur championnat. Ils ont compris que c'est le faux là-bas, c'est du désordre. Et voilà pourquoi ils sont chez nous. J'ai envie de citer même beaucoup. Il y a Bessué, il y a Flac, il y a Manga, il y a tellement des équipes qui ont refusé. Il y a Kofé. Le Kofé qui arrive, ils veulent jouer leur dernier championnat, ils veulent jouer leur dernier match. On leur fait comprendre que vous ne jouez plus. Vous allez faire jouer vous allez jouer un championnat où il n'y a même pas de licence. Pourtant, les présidents de club ont payé des licences l'année passée. Mais il y a certains présidents qui sont venus même me dire que nous avons joué le championnat même sans licence. Pourtant, on les a donné de l'argent. Vous croyez que ça, c'est... National Foot à présent et la troisième journée du National Foot effectivement s'est soldée par la victoire du Centre Mbéré Sportive face à l'Union Sportive de Bitam par la plus petite des marques, 1-0. C'était au stade Idriss Gari dans la commune d'Ovendo avec Mouskoni Ngonumba. La série se poursuit chez les Sémissiens après leur victoire lors de la deuxième journée du National Foot face à Mangasport. Cette fois-ci, le tour est revenu à l'USB de s'incliner 1-0 grâce à un pénalty transformé par Manimé qui met un contre-pied au portier bitamois. Il a encore l'homme, nous sommes pour la troisième journée. Comme je disais aux autres, on respecte les adversaires, on va les jouer comme ils vont se présenter. On va travailler. Parce que pour être champion, c'est vraiment, il faut être dans le jeu. Il faut prendre les équipes pour travailler. L'US Bitam pousse et rate de peu d'inscrire le but d'égalisation au grand mécontentement de son public qui s'impatiente de ce but qui tarde à arriver. Les Bitamois obtiennent un carton rouge sur un tac d'anti-jeu que l'arbitre n'a pas laissé passer. Réduit à 10 en seconde période, et Boulou se fait accrocher dans la surface du CMS. L'arbitre ne bronche pas et estime que l'attaquant bitamois s'est laissé tomber. Le public mécontent donne de la voix dans les tribunes. Un mécontentement qui contraste avec la joie des supporters sémissiens qui encouragent leur équipe et démontrent leur joie après le but sémissien. Vous constaterez qu'on fait un effort au niveau de l'organisation, mais si l'organisation est bien faite, les résultats suivent. C'est une logique. La force du semestre, c'est l'organisation. Et l'organisation passe d'abord par les hommes, et ensuite les moyens suivent. Et nous nous sommes dit, notre cheval de bataille, c'est l'organisation. Aujourd'hui, c'est en train de payer et on espère que nous pouvons toujours continuer dans la même direction. Un résultat qui a laissé les supporters de l'US Bitam en colère au terme de cette troisième journée. Une bagarre éclate aux tribunes entre une hôtesse du CMS et une supportrice de l'US Bitam. Fort heureusement, les services de sécurité ont pu maîtriser cet incident qui a failli tourner au vinaigre. Une situation qui n'a pas empêché aux bénéficiaires du jeu concours organisé par la OCMS de percevoir leur lot en guise de participation. Cette actualité sportive met ainsi un terme à cette édition d'information de la soirée. Merci de l'avoir regardé et s'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve demain à la même heure.